Et on va peut-être commencer avec un petit medley de ces clichés. On a un peu fouillé dans les archives. Je n'aime pas les Flamands. Non, vraiment pas. C'est des cons, quoi. Désolée. Pourquoi vous dites ça? On ne les connaît pas. Ouais. Voilà. Les Flamands sont plus courageux et moins chaotiques là-bas. C'est pas comme ça qu'on roule, imbécile. Va rouler à Wallonie. Va rouler à Wallonie, con. Je trouve qu'il y a quand même une réelle richesse ici dans la ville de Namur. Je ne m'attendais pas à ça. Parfois, on a peut-être une idée un peu faussée de la Wallonie parce qu'on la rabaisse tout le temps et on dit toujours que c'est la région la moins riche de Belgique. Mais pour moi, ça m'a donné une meilleure idée. Et pour ceux qui n'ont pas bien entendu les sons de la fin de ce petit medley, on était dans des stades de foot avec d'un côté Alle Boeren zijn homo. Boeren, c'est un cliché qui revient souvent quand on parle de la Flandre. C'est des paysans au nord et puis les Wallons, c'est du caca, on sait. Mais si Gand rencontre Bruges, les champs des bournes se font des deux côtés. Voilà. Et donc, il s'agit à ce moment-là de deux villes de la Flandre qui l'un reproche l'autre d'être des fermiers, quoi. Donc, voilà. C'est repris ça, c'est cliché tout court. Les clichés se répartissent. C'était une précision importante d'emblée, mais c'est vrai que des clichés, il y en a à tous les niveaux. On en a juste une petite sélection là. Thomas Dermine, je vais commencer avec vous. Certains responsables politiques, parce qu'il y a pas mal de livres qui sortent pour le moment, certains écrivent pour développer leur vision politique, pour développer leur programme, certains pour raconter leur parcours. Vous choisissez, pas à n'importe quel moment, quelques mois avant une échéance électorale, de parler des clichés entre Wallons et Flamands. J'imagine que ce n'est pas anodin. C'est un positionnement politique en soi? C'est surtout le résultat d'une expérience personnelle. J'ai grandi en Wallonie, à Charleroi. J'étais à l'école en Flandre. J'ai eu cette chance-là, où j'ai énormément appris. Quand j'étais adolescent, j'ai travaillé une partie de ma carrière avant la politique en Flandre. Et j'ai toujours vécu quelque part ces clichés. Quand j'étais gamin à 12 ans, premier jour où je suis arrivé dans mon pensionnat en Flandre, j'étais catégorisé comme l'œil wall, le Wallon paresseux, alors que je découvrais mes camarades de classe. Et donc ça a quelque part effectivement imprégné ma sensibilité. Et aujourd'hui en politique, on vit encore dans le discours quotidien, dans le discours dans le Parlement, ces clichés qui sont quelque part des regards simplificateurs sur tous les Wallons sont ceci, tous les Wallons. Et donc moi, tous les Flamands sont cela. Et donc j'ai voulu à travers un bouquin, il y a peut-être un exercice de psychologie interne qui a été réalisé à travers ce livre, mais regardez ces clichés. Tous les Wallons sont paresseux, les Flamands sont travailleurs, la Wallonie vit au crochet de la Flandre, et l'analyser de façon factuelle et scientifique, en regardant les chiffres et en regardant aussi la situation dans d'autres pays, pour se rendre compte que, tiens, est-ce que ces clichés sont réels ou en fait est-ce qu'ils répondent à un narratif politique et finalement soutiennent certaines aspirations politiques. Vous disiez ressentir encore aujourd'hui ces clichés dans la vie politique, au sein du gouvernement par exemple, dont vous faites partie, du gouvernement fédéral aujourd'hui, ça imprègne les discussions, la communication ? Non, je dirais pas au sein du gouvernement, et on a la chance d'avoir un gouvernement qui est, je pense, très aligné sur les aspects communautaires, mais on le sent avec la campagne qui revient. Si vous regardez les dernières sorties de la NVA, il y a une instrumentalisation, singulièrement dans le chef de Bart de Wever, de nous payons pour ces Wallons paresseux, les transferts de la sécurité sociale sont à des niveaux jamais vus et incomparables par rapport aux autres pays. Or, il faut pouvoir tordre le cou à ces clichés. Si on regarde sur les chiffres, par exemple, sur la solidarité, oui, il y a des transferts, oui, ils sont importants entre la Flandre et la Wallonie, mais si on compare par rapport à tous les autres pays européens, ils sont très petits. Et si on regarde par exemple les pensions, est-ce que vous saviez, et je pense que personne ne le sait en Wallonie, que ce sont les Wallons et les Bruxellois qui payent pour les pensions des Flamands? Donc il y a comme ça des choses qu'on ne sait pas. Expliquez-nous ça, parce que c'est vrai que c'est une donnée... Mais au total, les flux de la sécurité sociale sont de l'ordre de 6 à 7 milliards vers la Wallonie. Ce qui est beaucoup, ça 4% du PIB. Mais si vous comparez à la situation en France, ce que la région de Lyon paye pour la Lorraine, ce que la région de Rotterdam paye pour d'autres régions des Pays-Bas, ou des transferts entre les Länder en Allemagne, vous verrez que ces chiffres sont beaucoup plus importants que ce qu'il y a en Belgique. Donc il y a clairement
une instrumentalisation politique de la part d'une certaine droite nationaliste en Flandre pour nourrir un discours politique qui n'est pas économique, mais qui est un discours culturel ou communautaire, mais qui n'est pas de nature économique. Et donc ça, c'est intéressant de quelque part déconstruire tous ces clichés pour se rendre compte que si on veut reconstruire la Wallonie, on a quelque part aussi nous-mêmes incorporé ce regard défaitiste sur notre région. Or, il faut pouvoir se libérer de ces clichés pour construire l'avenir, retrouver une forme de fierté régionale. Moi, je crois dans ma région, je crois dans l'avenir. J'essaie d'incarner une forme d'espoir pour la Wallonie. Et pour ça, il faut se séparer de ces clichés et les déconstruire. Yvan de Wader, une réaction à ce que dit là Thomas Dermine. Vous avez, vous, l'impression, en tant qu'observateur au nord du pays, fin connaisseur de la politique fédérale et de la politique en général, mais de la politique flamande également, est-ce que vous pensez que ça joue un rôle fondamental aujourd'hui, les clichés? C'est vraiment une question centrale? Il y a par exemple en ce moment l'histoire que des entrepreneurs flamands vont chercher des employés au Mexique et aux Indes, justement parce que les Wallons ne veulent pas venir travailler en Flandre, mais les chiffres sont très clairs. Il y a 45 000 de Wallons qui travaillent en Flandre, et si on le fait par pourcentage, parce qu'il y a plus de Flamands que de Wallons, donc il faut tenir compte des pourcentages, il y a 18,7% des Wallons qui travaillent hors de leur région. C'est à Bruxelles, c'est en Flandre, c'est au Luxembourg, c'est en France. Tandis que 11,7% des Flamands travaillent hors de leur région. Donc il y a quand même une volonté très ferme de travailler hors de cette région. Et si ces chiffres ne sont... Oui, mais c'est logique, non? S'il y a le plein emploi, que des gens où il y a moins d'emplois font la traversée, même s'il y a des problèmes avec leur langue. Mais je veux quand même aussi réagir parce que, bon, là, il y a socio-économique, le Wallon fainéant, le paresseux. L'inverse, c'est tous les Flamands sont des collaborateurs, sont des racistes, sont des fascistes. Les bruits des bottes, c'était Laurette Onkelings qui disait au moment où la NVA apparaissait au gouvernement, on entend les bruits des bottes. Je veux dire, les clichés se font des deux côtés. Et ce qui est intéressant, c'est que les clichés s'inversent au cours de l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la perception, c'est le Wallon est paresseux, le Flamand est travailleur, même si toutes les enquêtes sur le travail montrent que c'est pas vrai, et que les attitudes au travail ne sont pas différentes en Flandre et en Wallonie, la motivation à prendre un emploi. Mais au cours de l'histoire, ça a été l'inverse. Si vous regardez au 19e siècle... Il y a quand même des chiffres qui marquent les esprits, les chiffres du chômage, par exemple, qui sont quand même très significativement différents, donnent une perception mais il y a des différences réelles sur le marché de l'emploi, mais la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des différences sur le marché de l'emploi parce que les attitudes sont différentes par rapport au travail, ou est-ce qu'il y a des différences sur le marché de l'emploi parce qu'effectivement, il y a des différences économiques. Et par exemple, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les Wallons qui travaillent, en fait, font beaucoup plus de kilomètres, par exemple, donc se lèvent plus tôt que les Flamands pour aller travailler? Est-ce que vous savez, par exemple, que le nombre de temps partiel subis, donc quelque part des gens, les Wallons qui disent « moi je suis à temps partiel, mais si j'avais plus d'emplois, je travaillerai plus », il y a beaucoup plus de Wallons que de Flamands. Donc la question des différences sur le marché du travail n'est pas tendue au fait que les uns soient paresseux ou travailleurs, mais à des réalités économiques qui sont différentes. Travailler sur les clichés comme vous l'avez fait, vous l'avez dit, au niveau socio-économique, Yvan disait sur des questions culturelles. Est-ce que c'est une manière pour vous de, d'une certaine manière, surfer sur des questions identitaires? On sait qu'aujourd'hui, dans les campagnes électorales, ailleurs en Belgique, aussi en Belgique, les questions identitaires, c'est quelque chose qui fonctionne, en fait, tout simplement, qui fonctionne médiatiquement, qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une manière pour vous d'aller se positionner dans ce spectre-là? Non, pas du tout. Parce que je pense que l'identité régionale n'est pas exclusive. Moi, je suis pas régionaliste wallon au sens du romantisme. C'est-à-dire que mon identité wallonne n'est pas du tout exclusive d'une identité des Belges. Par rapport à un régionalisme flamand, par exemple. Par rapport à un nationalisme flamand. Moi, j'ai aucun problème à dire, écoutez, je suis très fier et très heureux et j'ai envie que la Belgique soit un pays qui dure dans le temps parce qu'il y a des choses exceptionnelles, mais à la fois, je suis fier aussi de mon identité wallonne. Deuxièmement, je pense qu'en Wallonie, et c'était encore, on l'a vu dans des sondages récents, la nécessité de renforcer l'identité wallonne est une des conditions nécessaires à son essor économique. Comment voulez-vous développer une région si les Wallons eux-mêmes ne croient pas dans leur région? Et donc, quelque part, ce travail sur l'identité est un prérequis nécessaire à l'essor en Wallonie. Cette question de l'identité, Alain Gerlache, c'est un des chapitres du livre que vous allez publier. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Contrairement au nord du pays, il n'y a pas d'identité wallonne forte.
C'est-à-dire qu'il y a des identités multiples. C'est ça la grande différence entre la Flandre, où on est flamand et belge, et selon les cas, un peu plus flamand que belge ou un peu plus belge que flamand, mais c'est tout. Tandis que chez nous, on voit que il y a des Bruxellois, des Wallons, et c'est d'ailleurs la première chose que j'explique dans mon livre, qui ne s'adresse d'ailleurs qu'aux Flamands, c'est que les Wallons et les Bruxellois et les francophones et les germanophones, c'est déjà différent, c'est pas tout à fait la même chose, il ne faut pas considérer que c'est le sud du pays, un bloc. Et puis aussi, un des aspects qui est évidemment important là-dedans, c'est que il n'y a pas même que ces identités-là. L'Avenir a publié un sondage très intéressant l'année dernière à l'occasion des fêtes de Wallonie, où on voit que, en effet, du côté wallon maintenant, la première identité c'est belge. Mais ensuite, l'identité qui vient, c'est mon quartier, mon village, ma commune. Et puis ma ville, et puis la Wallonie. La Wallonie vient après ma commune. Évidemment, ça dépend des communes et des environnements. Mais en tout cas, les Liégeois, dans leur majorité, je crois, se sentent Liégeois avant d'être Wallons. Et puis la province, l'Europe et la Fédération Wallonie-Bruxelles vient en dernier lieu. Hein. Il faut quand même être réaliste par rapport à cela. Mais ce n'est pas la seule question qui se pose. Et dans ma démarche, qui est donc exclusivement vis-à-vis des Flamands, j'ai des points communs et des différences avec le livre de Thomas Dermine. Le point commun, c'est que moi aussi, à une autre époque, parce qu'on n'est pas de la même génération, j'ai eu la chance d'être en contact avec des Flamands dès mon plus jeune âge, dès l'école primaire et secondaire, parce qu'il y a j'ai toujours habité le long de la frontière linguistique et il y avait des Flamands qui venaient dans cette école-là. Et puis j'ai encore fait mes études à Leuven. La différence, c'est que moi, je n'ai pas tellement ressenti les clichés vis-à-vis de moi comme Wallon. J'ai toujours été plutôt bien accepté en Flandre, et je le suis encore maintenant lorsque je vais notamment à la VRT, ou bien quand je travaille pour De Morgue, ou bien quand je vais dans des conférences. Mais par contre, ce que j'ai découvert notamment par mes années à Louvain, ce sont aussi les clichés des francophones concernant les Flamands. Quand je suis arrivé à Leuven, juste après l'affaire de Louvain, la séparation de l'université, j'arrivais en effet avec l'impression que tous les Flamands étaient d'extrême droite, collaborationnistes, nostalgiques de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis je me suis retrouvé dans un cote où ils étaient tous membres de l'ancêtre du PTB. Donc franchement, le choc a été différent. Ça veut dire que les clichés sont toujours liés à la méconnaissance ? Ah oui, les clichés sont liés à la méconnaissance. Il n'y a pas que des clichés, il y a des incompréhensions et il y a aussi des préjugés. On dit souvent on ne se connaît plus, mais je pense que c'est pire, on se connaît mal, on a des a priori sur les autres. Mais ce n'est pas tout à fait l'effet du hasard, c'est aussi le produit d'abord d'un pays qui a été construit contre la Flandre. Il faut quand même être réaliste par rapport à cela. La Belgique originale s'est construite contre le néerlandais, contre la culture flamande et quelque part contre la Flandre. Mais aussi, aujourd'hui, il y a une instrumentalisation des clichés des deux côtés. On le voit bien avec, en effet, comme on l'a dit, le fait que les séparatistes et les nationalistes utilisent les difficultés de la Wallonie pour essayer d'imposer leur vision d'une Flandre indépendante ou quasiment indépendante. Mais j'ai parfois l'impression que du côté wallon, on se sert de la NVA, du Vlaams Belang, pour dire voilà l'ennemi, et essayer de mettre un petit peu pour sous le tapis de se remettre en question. Tout ce qu'on n'a pas fait pour essayer de redresser la Wallonie depuis une cinquantaine d'années. Je vais faire réagir évidemment et Ivan de Wader et Thomas Dermine, mais est-ce que, en effet, insister sur le fait qu'on est mal perçu, par exemple, au sud du pays, en disant les Flamands n'ont rien compris, c'est instrumentalisé par les partis nationalistes notamment, est-ce que vous percevez ça, vous aussi, comme parfois une façon de se défausser, de ne pas regarder les vrais problèmes? En effet, il y a des problèmes économiques graves, il y a des plans de relance successifs qui ne sont pas nécessairement des succès. Est-ce que vous percevez ça comme Je crois que c'est très difficile pour une région de se redresser sur une génération, même 2 générations. On peut essayer, il y a des éléments très objectifs en disant que l'ancienne sidérurgie, Thomas a décrit toute cette histoire dans son livre, et c'est des éléments très objectifs. Mais c'est vrai qu'il y a
un storytelling. On a utilisé le mot juste avant de rentrer par les partis nationalistes, mais aussi bien par des partis francophones envers la Flandre. Et c'est pas parce qu'on peut résoudre les malentendus que la Belgique sera sauvée. Ça, c'est clair. Donc, ils sont là, les malentendus, oui. c'est vrai, et c'est très bien d'avoir 2 livres, même plus de livres, pour expliquer les malentendus et essayer de mieux se comprendre. Mais on va pas sauver la Belgique. Je crains que là, il y a une tendance, surtout en Flandre, qui est devenue séparatiste dans un nationalisme banal, c'est-à-dire tous les jours, on est flamand, on parle la même langue, on a la même histoire, le territoire est bien connu. C'est le nationalisme qui est de tous les jours. Mais ce séparatisme et cette volonté nationaliste, est-ce qu'elle est due finalement au fait qu'on estime que les Wallons ne soient pas à la hauteur de la part des Flamands? Vous me le disiez tout à l'heure, hein, Alain, et je vais faire réagir Thomas Dermine à ça. Est-ce que même si la Wallonie était florissante, la N-VA et le Belang ne voudraient pas vivre seuls? Je pense qu'elle est nourrie par ces clichés. Et je pense que même si la Wallonie était florissante, il y aurait une frange de la Flandre qui serait nationaliste, comme elle l'était en fait déjà au 19e siècle, quand la Wallonie était plus florissante que la Flandre. Mais pour parler d'avenir, et je vois que dans les milieux patronaux flamands, ça commence à évoluer, et même à se dire, tiens, mais est-ce que le discours de Bart de Wever n'est pas dépassé? C'est que je pense, de confédéralisme. Oui, le discours de Bart de Wever sur le confédéralisme est dépassé. C'est que je pense sincèrement que le futur de la Flandre, c'est la Wallonie, et le futur de la Wallonie, c'est la Flandre. C'est-à-dire que pour la Wallonie... C'est plus qu'un slogan, ça ? C'est plus qu'un slogan. Pour la Wallonie, avoir une des régions les plus prospères en Europe, je veux dire, la Flandre, en termes économiques, c'est vainqueur de la Champions League. On a au nord du pays une des régions les plus dynamiques en Europe, avec le port d'Anvers, qui est le 2e cluster pétrochimique dans le monde. C'est une chance absolue pour nous, pour de se connecter et d'interagir mieux avec cette économie-là. À l'inverse, en Flandre, aujourd'hui, et je le vois en Wallonie, je le vois à Charleroi, on a de plus en plus de promoteurs, d'entrepreneurs flamands qui viennent, parce qu'en Flandre, il n'y a plus de terrain, c'est très compliqué d'avoir des permis, et il y a surtout une économie qui est au bord de la surchauffe parce qu'il n'y a plus personne pour travailler. Et donc avoir une réserve foncière, où il y a de l'eau, où il y a des forêts, où il y a des friches à reconvertir, où il y a des travailleurs qui sont disposés à travailler, eh bien c'est une chance et une réserve pour la Flandre. Il faut changer le discours. En Wallonie, on dit on a des friches et des chômeurs. En fait, non. On a du terrain qui est disponible pour construire des usines et on a des bras pour travailler. On poursuit mais je crois que Thomas Dermine a tout à fait raison. Ouais. C'est la vision d'une certaine partie de la Flandre aussi. Et ça c'est la condition, si on élève le niveau belge. Donc pour une certaine partie de la Flandre, c'est bien ces 2 pays étrangers qui ont besoin l'un de l'autre, mais pas le niveau belge. Je parle d'une certaine partie de la Flandre, je dis pas tous les Flamands, cher Alain, mais c'est une certaine partie qui dit, bon, la Belgique, on n'en a plus besoin, et surtout pas le niveau du gouvernement belge. Alors, moi, j'ai une démarche un peu différente, mais je voudrais préciser ce point-là, parce que parmi les différences qu'il y a évidemment entre Thomas Dermine et moi, c'est que moi, je n'ai absolument pas d'agenda politique. J'ai fait un travail de journaliste, j'essaye de voir les réalités, et je n'ai pas d'agenda politique pour essayer de restaurer la Belgique. C'est un livre qui peut se lire par des Belgicains ou par des indépendantistes, parce qu'il y a une réalité qui restera, c'est que en effet, la Wallonie et la Flandre sont voisins ou voisines pour encore longtemps. Et donc, elles ont tout intérêt à collaborer. Mais ça veut dire aussi que du côté francophone, on doit sortir d'un discours dual en tout cas du côté wallon, on doit sortir d'un discours dual qui oppose les flamands et les francophones. La Wallonie doit pouvoir, par exemple, se développer en signant des accords, en collaborant davantage avec la Flandre, sans se faire accuser de trahison à la cause francophone. On poursuit dans un instant ce débat. On abordera notamment la question linguistique qui est fondamentale, évidemment aussi quand on parle de meilleur dialogue. Quand on parle de clichés entre wallons et flamands, la question linguistique est évidemment aussi fondamentale. Vous l'abordez, Alain, dans votre livre. C'est bien connu, les francophones n'ont pas envie d'apprendre le flamand, peut-être ne sont même pas capables de l'apprendre. On se souvient d'une célèbre phrase d'Yves Le Terme dans Libération qui avait marqué les esprits. Ils n'étaient pas intellectuellement en état. En état. Ouais. Ben, c'est une
une des causes du malentendu fondamental et qui est liée, comme je disais au point de départ, de la Belgique où on a essayé, les classes dirigeantes de l'époque, c'était pas du tout d'ailleurs le peuple, c'était vraiment l'aristocratie et la grande bourgeoisie qui ont essayé de faire de cet État un État en français. Et donc la Flandre avait tout juste le droit de parler ses dialectes, etc. Vous pensez que le ressentiment, parce que c'est la deuxième fois que vous évoquez l'histoire comme ça, vous pensez que le ressentiment, il est encore aujourd'hui un ingrédient fondamental? Oui, c'est clair. Ils nous ont volé la Flandre, madame. C'est Jules d'Estrée qui le disait, mais c'est toujours un sentiment qui est présent. Et donc oui, ça joue toujours un rôle très important. Et c'est peut-être la faute de la Flandre, une Flandre qui est prospère en ce moment, qui est surtout économiquement prospère, qui a sa propre littérature, sa propre identité, sa propre culture. Là, elle devrait jeter aussi ce sentiment de minorité, si je peux utiliser. Ce revanchisme aussi. Et un peu de revanchisme, parce que bon, on est au 21e siècle. Il y a une différence avec le 19e. Je pense que ça joue un rôle fondamental et que c'est quelque chose qui est sous-estimé du côté francophone. Et peut-être parfois même qui est encore relayé. Dans le premier extrait que vous avez montré, on voit des jeunes filles qui disent le néerlandais c'est moche, ils sont cons, on veut pas apprendre. C'est le peuple quelque part qui a intériorisé les jugements méprisants des classes dirigeantes du 19e siècle à l'égard de la Flandre. Et ça continue à jouer. Ça continue à jouer en Flandre. Ça continue, hélas, encore, j'espère, de moins en moins à jouer parmi les plus jeunes Wallons. Mais ce que j'explique aussi, c'est que du côté, il faut quand même savoir que la Wallonie aussi a été francisée. Hein. C'est une des choses, parce que je n'aborde pas comme Thomas Dermine que les aspects économiques et financiers, mais la Wallonie aussi a été francisée au 19e siècle. Au début du 20e siècle, on parlait wallon en Wallonie. On parlait français à l'école et dans les rapports avec l'administration ou dans les choses un peu officielles. Aujourd'hui, il y a moins de 10% des gens en Wallonie qui sont capables encore de tenir une conversation en wallon. Donc, il faut essayer de relativiser un peu les choses et de faire comprendre. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux Flamands comment nous en sommes arrivés là où nous sommes dans ce qu'ils ont tendance parfois à considérer comme des clichés définitifs. Est-ce que la langue, c'est aussi un élément qui est fort instrumentalisé politiquement aujourd'hui au nord du pays? Ivan de Wader, c'est vrai qu'on a entendu encore récemment Bart de Wever, par exemple, dire que rire même de Georges-Louis Boucher en disant que le plus belgicain du pays ne parlait pas flamand. J'allais justement aborder cet exemple-là. Ouais. Justement, le président de parti qui se dit être un des plus belgicains n'utilise toujours pas la deuxième langue, une langue de la majorité. C'est quand même remarqué du côté flamand. Mais pourquoi est-ce que les médias flamands se l'arrachent alors? Parce qu'il est gay comme invité et il fait toujours du bruit. Parce qu'il est de droite. Mais je pense que ça change. Ça change très très fort. Il y a dans la jeune génération politique un certain nombre de politiciens dont j'ai le plaisir de faire partie qui parlent néerlandais, alors qu'il y a, je dirais, l'usage du français par les politiciens néerlandophones a diminué. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, au Conseil des ministres, je pense qu'il y a autant de ministres francophones qui savent s'exprimer couramment en néerlandais que l'inverse. Et je pense que ça fait partie de notre rôle en tant que ministre fédéral. Donc vous citez l'exemple de M. Boucher qui, effectivement, je ne connais pas ses compétences linguistiques, mais qui fait ses interviews en français. Mais bon, j'essaye, et d'autres politiciens francophones aussi, de passer beaucoup de temps dans les médias flamands, justement pour combattre ces clichés et montrer qu'il y a en Wallonie des gens qui ont l'envie, le désir d'incarner ça aussi au fédéral. Hélène. Vous disiez, Alain, que des pans de la culture wallonne avaient été avalés par la Belgique, dont la langue, le wallon. On voit en Flandre un vrai récit flamand avec la série Het Verhaal van Vlaanderen, on en a parlé, avec le canon flamand qui a été établi. Il y a un retour quand même à l'historicité quelque part côté flamand. Est-ce que les Wallons, à contrario, ne connaissent pas assez la Wallonie, ne connaissent pas assez leur histoire? Je crois qu'il y a deux phénomènes qui jouent.
Il y a d'abord le fait que nous faisons partie d'une grande culture mondiale qui est la francophonie. Et résumer la francophonie à la francophonie belge, ça n'a pas de sens. Notre francophonie, elle est mondiale. Nos artistes, ils s'exportent, ils vont partout. Les francophonies, c'est à La Rochelle, c'est à Montréal. Donc par essence, on a une vision plus universaliste, c'est ça que vous dites ? On a une vision qui fait en sorte qu'en effet, on a un récit mondial aussi qui va bien au-delà du simple attachement à la France. On est au-delà de... Je note quand même que Angèle est une flamande de Linkebeek et Paul Van Haver. Stromae est un flamand Absolument. Et donc... D'ailleurs, il se revendique pas, il se revendique comme belge. Mais c'est parce que ça, c'est une marque qui vend bien. Et il se revendique à l'étranger. bien de taquiner. Non, mais il y a aucun problème, d'autant plus qu'on a déjà eu cette discussion. Mais il se revendique avant tout comme belge et ils n'ont aucun complexe lorsqu'ils sont en France de se revendiquer comme belge et ailleurs parce qu'il y a cette espèce de culture mondiale où il y a la francophonie. Mais il y a une deuxième raison, c'est qu'avec cet éparpillement institutionnel qui n'a aucun sens du côté francophone et qui nuit aussi au déploiement économique, il n'y a en effet pas d'identité wallonne. Vous me faisiez remarquer tout à l'heure, Alain, que la date des fêtes de Wallonie, par exemple, vous me faisiez remarquer tout à l'heure que la date des fêtes de Wallonie, par exemple, n'était pas une date fixe, la Wallonie est la contrairement... seule entité en Belgique qui n'a pas une fête à une date calendrier fixe. En 1913, on a fixé ça au 3e dimanche de septembre. Mais c'est parce et qu'on la est bien en réalité, c'est qu'on les fête un peu partout. Donc on fait ça. Et il n'y a aucun rapport à l'histoire non plus dans les fêtes de Wallonie. C'est l'expulsion des Hollandais, mais il y a aucun. Mais la communauté française l'a pris aussi avec le 27 septembre, tout comme elle a pris un drapeau aussi avec le coq wallon. Et donc finalement, on constate d'ailleurs que les fêtes de Wallonie, ça dure en réalité une semaine et que c'est fêté un peu partout parce que c'est la réalité de l'identité. Et puis c'est une fête. Mais est-ce qu'on peut remobiliser une région sans un minimum d'appartenance, d'identité, de culture, de sentiment, de cohérence? Est-ce qu'on ne devrait pas faire un tout petit peu sans les excès nationalistes, comme les Flamands qui ont une véritable fierté, mais qui s'inscrit alors dans un projet collectif, pas une fierté, une supériorité, mais dans un projet collectif. Ça, je trouve que toute l'histoire est construite. Par exemple, la date de la fête flamande, le 11 juillet, qui est la bataille des Éperons d'Or, est instrumentalisée comme un grand moment où les Flamands ont botté les fesses des Français. En fait, qui s'est battu à la bataille des Éperons d'Or ? Évidemment, des gens qui venaient du territoire flamand actuel, mais aussi des gens de Namur, aussi des gens qui venaient de Liège. Mais il y a une construction historique de l'identité qui est très forte. Et là où je pense que c'est nécessaire en Wallonie, et que la discussion sur la culture wallonne, sur l'identité wallonne, sur l'éthos qui fait qu'on se bouge les fesses pour sa région est très importante, c'est que c'est pour moi une condition nécessaire à l'essor économique. On le voit très bien quand on parle des entrepreneurs flamands par rapport à des entrepreneurs wallons. Des entrepreneurs wallons, très souvent, et c'est très très bien, mais ils n'ont pas spécialement un attachement particulier à rester à Liège, à Charleroi ou à Namur. S'ils peuvent aller mettre leur boîte à l'étranger, à Bruxelles, etc., ils le font et c'est très bien. Là où un entrepreneur flamand va se dire, moi je la fais chez moi parce que je contribue au développement de ma terre natale, je veux employer des sous-traitants qui viennent de chez moi parce que c'est important. À Charleroi, qui est une terre d'industrie, tous les sous-traitants, les bureaux d'avocats, les bureaux de conseil, etc., viennent de l'étranger ou viennent de Bruxelles ou viennent de Flandre. Parce qu'il n'y a pas cet ethos de se dire « j'ai un devoir ou j'ai une fierté à développer ma région ». Et donc pour moi, ce travail sur l'identité wallonne, il ne faut pas le faire pour des raisons romantiques ou des raisons nationalistes ou d'exclure les autres, mais parce que c'est une question préalable au développement économique. Parce que ça donne il faut un projet collectif, collectif, mais il faut des gens pour l'incarner aussi. Mais il n'y a pas d'identité wallonne, parce qu'une identité, elle est liée à la langue. Et votre langue, c'est le français, qui fait partie d'une francophonie qui est plus universelle. Je suis désolé, mais les Québécois ont une identité forte. Il y a une identité américaine, alors qu'il n'est pas lié à la langue. Il y a une identité d'attachement au territoire, à l'ancrage, à l'envie de faire quelque chose pour son pays qu'on trouve beau, pour sa région qu'on trouve belle, et travailler pour les siens qui sont autour de soi. Mais c'est toujours, il y a un quart des francophones qui sont des Bruxellois, et les liens, je suis tout à fait d'accord avec Alain, dans cette complexité de vos structures, ce sera toujours impossible de développer cette identité. Et c'est ça le problème aussi, on veut toujours croire que l'autre communauté ou région, c'est la même chose à l'envers. Mais c'est Hervé Asquin qui disait dans une interview à Knack, je crois, au moment où het verhaal van Vlaanderen est sorti, qu'il faut arrêter. La réalité, c'est qu'au XIIIe siècle, il y a déjà un comté de Flandre, mais le mot wallon apparaît
au XVIIIe et le mot Wallonie, dans son acception, etc., apparaît à la fin du XIXe. Nous n'avons pas la même histoire. Arrêtons de nous comparer. Arrêtons aussi de vouloir que la Wallonie rattrape la Flandre. Ça n'a pas de sens. Essayons de développer cette région pour elle-même. Associer la langue à l'identité, est-ce que c'est pas quelque chose qui est purement flamand, en fait? Est-ce qu'on peut appliquer ça à la Wallonie? Parce que, par exemple, en Écosse, on parle anglais, comme dans bien d'autres pays avec du un monde. accent assez... Et on a une identité. C'est vrai qu'on pourrait avoir une identité oui, on wallonne, pourrait avoir une identité, mais même en partageant la même langue que d'autres. Moins d'histoire, il y a trop de régionalisme. Il y a le Picard, il y a Liège, il y a la région de Charleroi. Mais il y a des régionalismes en Flandre La aussi. réalité, c'est que c'est la Flandre qui a suscité le mouvement wallon. Il n'y aurait pas de mouvement wallon s'il n'y avait pas eu de mouvement flamand. Le mouvement wallon, au point de départ, c'est la protection des emplois. Et donc ça veut dire qu'on ne peut se sentir wallon qu'en réaction. Ah, c'est devenu... Alors, parce que ça, c'est dangereux. C'est ça en tout soi. l'enjeu. Et comme on arrive sans doute à la fin de l'émission, parce que moi j'ai un compteur et je... c'est que... Vous inquiétez pas, c'est moi qui gère ça. La question fondamentale, une fois qu'on a parlé d'histoire, une fois qu'on a parlé de tout cela, c'est de se dire, et moi c'est la question que je me pose, et je ne fais pas partie des plus jeunes générations, est-ce que les jeunes générations aujourd'hui, tant du côté flamand que du côté francophone, ont envie de retracer un nouvel avenir commun au sein de la Belgique. Mais même s'ils ne le veulent pas, la Wallonie et la Flandre, je le redis, seront toujours voisins. Et donc, il faudra de toute façon collaborer parce que c'est une opportunité. Est-ce que la seule et unique manière, Thomas Dermine, d'aller à l'encontre des clichés, finalement, c'est pas les chiffres, les preuves, les résultats? Est-ce que c'est pas l'action? Est-ce que c'est pas une fois que la Wallonie sera plus florissante, est-ce qu'il faudra encore se battre pour dire qu'on n'est pas des fainéants, qu'on n'est pas des junkies? Est-ce que c'est pas ça la seule solution? Je pense que le développement économique, effectivement, est la base de la convergence vers la Wallonie, pas l'économie pour l'économie, mais parce que quand on développe sa région, on donne plus d'opportunités d'émancipation aux jeunes et on casse des cycles de reproduction sociale qui existent malheureusement en Wallonie. Mais pour ce développement économique, je pense que très souvent les économistes raisonnent avec des chiffres, mais qu'il y a des aspects culturels qui sont très importants. Et donc il faut toucher à ces questions d'identité. Et si on touche à ces questions d'identité, on touche à la culture et donc on touche à l'institutionnel. Où effectivement aujourd'hui, il n'y a pas de culture wallonne aussi parce qu'il n'y a pas d'institution dédiée à la culture wallonne. Et je vois que toutes les identités, c'était le cas de l'identité flamande au XIXe siècle, elle se construit en réaction à quelque chose. L'identité flamande s'est construite en réaction à la dominance des francophones, y compris dans les villes flamandes. Et aujourd'hui, ce sentiment de réaction et d'injustice profonde que moi j'ai ressenti en tant qu'enfant par rapport au cliché d'une Flandre qui ne correspond pas à la réalité, elle existe dans ma génération. Et moi je vois émerger une jeune génération de Wallons qui vont pas être des romantiques comme les André Renard des années 70, mais qui ont envie de se défoncer pour leur région, qui ont envie de montrer qu'il faut tordre le cou aux clichés, qu'il faut développer. Et je vois des entrepreneurs, je vois des gens dans le tissu associatif, dans les services publics, qui ont cette conscience wallonne et cette envie de contribuer. On va terminer, vous avez 10 secondes chacun pour me dire le cliché que vous voudriez voir démonter absolument, en 10 secondes. Alors, c'est le cliché que les Wallons ont d'eux-mêmes qui sont perdants. Et il faudrait que les partis politiques qui vont se présenter aux prochaines élections aient un véritable projet mobilisateur et volontariste pour la Wallonie. Le miroir que tous les Flamands font, c'est-à-dire les Flamands pensent que tout le monde au sud, c'est des Wallons. Même les Bruxellois sont considérés comme des Wallons. C'est pas très correct. Thomas Dermine? C'est, je pense, le cliché sur les Wallons sont paresseux et les Flamands sont travailleurs qui est démenti par toutes les enquêtes de travail. Hélène, vous en avez un? Démonter le cliché qu'il n'y a pas d'identité multiple. Je suis une liégeoise de Bruxelles avec des enfants qui vont à l'école en néerlandais et ça fait tout à fait partie aussi d'un modèle qui existe. Merci d'avoir participé à ce débat ce soir.